Merci à vous deux d'organiser cette session à la OAA. Je suis très contente de pouvoir partager aujourd'hui quelques-uns des résultats préliminaires de ma thèse. Donc, comme l'a dit Matar, je suis doctorante à l'Université de Genève, au laboratoire Arcan, et je travaille sur des sites de la fin du Paléolithique dans la moyenne vallée du Sénégal, la moyenne vallée de la Falémé dans le Sénégal oriental. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une période qu'on appelle le stade isotopique 2. Donc c'est une période climatique un peu à la charnière entre des bouleversements donc climatiques et puis technologiques, comme je vais le présenter dans les diapositives qui vont suivre. Donc, alors, vous verrez, j'ai mis le PowerPoint en anglais, so Matthew, sorry, I will speak in French, but the PowerPoint is in English so that everyone can understand. Donc le stade isotopique 2, c'est la période climatique qui précède immédiatement la mise en place de l'Holocène, donc c'est-à-dire la période interglaciaire dans laquelle nous vivons actuellement. Cette période du stade isotopique 2, ou OIS2, comme je vais l'appeler par la suite, est datée d'entre il y a 29 000 ans et environ 11 700 ans. C'est une période qui est caractérisée par une grande aridité et instabilité climatique. Comme vous pouvez le voir sur les deux cartes que je présente au tableau. La carte que vous avez à gauche, c'est celle qui représente les biomes tels qu'ils existent en Afrique aujourd'hui, donc avec le désert du Sahara qui se trouve plus au nord que la zone de la Falémé dans laquelle je travaille, tandis qu'à l'OIS2, la Falémé était en plein milieu d'une zone extrêmement désertique telle qu'on la connaît au Sahara aujourd'hui. Cette OIS2, d'un point de vue archéologique, on connaît très peu de sites en Afrique qui sont datés de cette période-là. C'est une période qui a même été appelée Big Dry, donc grande sécheresse, par des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et en Afrique de l'Ouest, notamment, on connaît assez peu de sites. J'ai fait ressortir avec des points rouges le nombre de sites qu'on connaît qui sont rattachés à cette période-là, donc vous pouvez constater que c'est relativement peu. Et une des hypothèses qui est émise pour expliquer cette absence de données, c'est que l'extrême aridité qui caractérise cette période a pu pousser les populations préhistoriques à migrer depuis les zones qu'ils occupaient jusqu'à présent vers des zones refuges qui sont beaucoup moins nombreuses dans l'espace et qui expliqueraient que certaines régions ont été très peuplées dans les périodes qui précèdent et très peu pendant l'OIS2. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, une des séquences qui documente énormément les périodes qui précèdent et les périodes qui suivent, c'est la séquence du Doundjougou au Mali, pour laquelle on a retrouvé des dizaines de sites Middle Stone Age antérieurs à l'OIS2 et de nombreux sites postérieurs à cette période. Et pendant l'OIS2, le complexe témoigne d'un grand hiatus à la fois sédimentaire et également occupationnel. Dans la moyenne vallée de la Falémé, depuis que le projet peuplement humain et paléo-environnement en Afrique a commencé à travailler dans la moyenne vallée de la Falémé en 2011-2012, des dizaines de sites préhistoriques paléolithiques ont été découverts dans cette zone. De nombreux sites ont été fouillés et on a la chance d'avoir découvert un certain nombre de sites qui sont datés de ce stade isotopique 2. Et donc cette nouvelle séquence archéologique offre donc la possibilité de compléter nos connaissances de cette période encore aujourd'hui malheureusement assez peu documentée dans la région. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les séquences sédimentaires telles qu'on les a étudiées aujourd'hui nous renseignent sur le fait que le cours d'eau de la Falémé n'a pas séché pendant la période de l'OIS2, malgré la grande aridité qui caractérise cette période. Le cours d'eau est resté actif. Donc je vous ai mis ici une figure d'une des séquences stratigraphiques, c'est la séquence de Tumbura 1. Et en fait, toute la zone qui est encadrée en rouge, ce sont une succession de différentes couches sédimentaires qui sont toutes datées de ce stade isotopique 2. Donc on a jusqu'à près de 4 mètres de puissance stratigraphique qui sont datées de cette période-là, dont certaines sont caractéristiques d'événements torrentiels de dépôts de la rivière et qui montrent qu'en fait le cours d'eau est même resté très actif pendant cette période, malgré tout très aride. Et que donc le fait qu'on retrouve des sites archéologiques dans la zone datée de cette période-là pourrait suggérer que la vallée de la Falémé a pu jouer le rôle de zone refuge
dans une région qui par ailleurs était très sèche. Alors du coup, la problématique de ma thèse et puis de ma présentation aujourd'hui, c'est un peu d'explorer ces différents contextes et d'essayer de savoir ce que les sites archéologiques datés de cette période-là peuvent nous apprendre en termes de dynamique technologique et de peuplement en Afrique de l'Ouest. Donc pour réfléchir à ces différentes questions, on va aborder les contextes à notre disposition selon différentes approches. La première approche, c'est une approche technologique des industries lithiques qu'on a découvertes sur ces différents sites. Et c'est surtout sur ça que je vais m'attarder parce que c'est sur ça que je travaille personnellement. Mais en parallèle, l'équipe avec laquelle je travaille a contribué à construire pendant des années une grande séquence chronostratigraphique pour comprendre bien le contexte de la moyenne vallée de la Falémé. Donc à travers une étude géomorphologique précise des contextes sédimentaires qui bordent la rivière, couplée avec une multitude de prélèvements pour datation OSL et de datation au radiocarbone qui permettent aujourd'hui de comprendre très précisément les dynamiques sédimentaires pendant la période. Également, en parallèle de ce travail de reconstitution d'une synthèse, d'une séquence chronostratigraphique, un grand travail d'étude et de compréhension du contexte paléo-environnemental de la moyenne vallée de la Falémé, toute période confondue, a été mené par plusieurs de mes collègues, notamment à travers l'analyse de phytolithes et plus récemment de charbon de bois à travers une analyse anthracologique, et qui a donc permis d'avoir une idée un peu plus détaillée de ce à quoi ressemblaient les paysages pendant cette période-là, et également comment ils ont évolué sur des échelles de temps très courtes. Donc ça, c'était un peu pour aborder les différentes méthodes mises en œuvre pour essayer de comprendre ces contextes complexes. Je vais aborder avec vous rapidement quelques-uns de nos résultats. Donc avant de parler du stade isotopique 2 à proprement parler, je voudrais vous présenter un petit peu ce qui se passe avant et puis ce qui se passe après. Et après, on va pouvoir parler du stade isotopique 2 et voir en quoi les paysages tels qu'on les a identifiés et les industries lithiques diffèrent de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Donc avant l'OIS 2, qui, comme je l'ai dit, commence il y a environ 29 000 ans, on sait que les conditions climatiques étaient relativement humides et que la végétation était relativement fermée, c'est-à-dire plutôt de type forestier, en tout cas dans la moyenne vallée de la Falémé. Pendant cette période-là, on sait qu'il existe dans la zone des sites archéologiques caractéristiques du Middle Stone Age qui ont livré des industries contenant, entre autres, des pièces bifaciales et des pointes bifaciales qui sont vraiment caractéristiques du Middle Stone Age, dont certaines présentent même des traces de façonnage par pression, qui est une méthode qui apparaît au Middle Stone Age ailleurs en Afrique et qui est désormais documentée en Afrique de l'Ouest grâce à ce site de Tumbora 3 qui est daté de 33 000 ans environ. Donc ça, c'est pour la fin de l'OIS 3. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'OIS 2, pour vous faire un peu un cadre général? On fait deux communications en parallèle. Donc, après l'OIS 2, comme je l'ai évoqué, il y a l'Holocène qui se met en place. Donc, la période interglaciaire dans laquelle nous vivons actuellement, à partir d'il y a environ 11 000 ans. Et en fait, cette période-là, en Afrique, elle est caractérisée par une humidification générale du climat qu'on appelle l'African Humid Period, et qui du coup bouleverse complètement les paysages tels qu'on les connaissait pendant l'OIS 2, avec un climat qui est chaud et humide et une végétation qui est très dense, comme vous pouvez le voir sur cette schématisation des biomes africains. Et c'est pendant cette période que le Sahara devient, on dit le Sahara vert, en tout cas partiellement vert, mais beaucoup moins aride que tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Donc cette période-là, donc de la fin du stade isotopique 2 et du début de l'Holocène, elle est caractérisée dans la moyenne vallée de la Falémé par l'émergence du Later Stone Age,
qui est la dernière phase de la préhistoire africaine et qui est caractérisée par des industries lithiques contenant de nombreux outils qu'on appelle des microlithes. Donc c'est une période qui est caractérisée par une miniaturisation de l'outillage. Et ces microlithes, tels qu'on les connaît dans la Falémé, sont essentiellement des pièces à dos retouchées ou des microlithes géométriques qu'on appelle des segments. C'est des sites sur lesquels mon collègue Matar Ndiaye a travaillé dans la zone. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce qui se passe entre ce Middle Stone Age, qui est très caractéristique, avec des pointes bifaciales telles que on les connaît pour cette période-là, et le Later Stone Age, avec ses segments très caractéristiques. Je vous ai mis 2 illustrations à la même échelle pour que vous vous rendiez bien compte du gap technologique qu'il existe entre ces 2 types d'industries. Donc dans la moyenne vallée de la Falémé, on sait que entre ce Middle Stone Age et ce Later Stone Age, donc essentiellement pendant le stade isotopique 2, on sait que le climat atteint son maximum d'aridité, notamment pendant ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. Donc c'est vraiment une période pendant laquelle la moyenne vallée de la Falémé devient un contexte essentiellement désertique, même si le cours d'eau ne s'assèche pas et qu'on imagine donc une végétation locale qui est malgré tout présente et propice à l'installation des groupes humains. Donc ce qui est intéressant dans la zone, d'un point de vue technologique, c'est que les industries lithiques qui sont datées de cette période-là sont très différentes de ce qu'on observe avant et de ce qui se passe après. En l'occurrence, on a identifié sur plusieurs sites des industries... Ça arrive ou pas? C'est bon, je crois. Merci. Des industries à petits éclats, débitées sur des petits galets de quartz alluviaux, donc a priori prélevés dans la rivière à proximité. Et on observe pour la période un hiatus qui est plus ou moins contemporain du dernier maximum glaciaire, qui est un hiatus qu'on retrouve dans beaucoup de régions en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une homogénéité, une continuité dans les industries avant et après le hiatus. Donc on observe vraiment une séquence qui est finalement quasi complète d'un point de vue technologique. Donc du coup, ça pose question, puisque quand on regarde ces différentes industries d'un point de vue extérieur, elles sont très différentes les unes des autres. Et donc, du coup, c'est la question de comment interpréter ces industries se pose. Est-ce que ces différences marquées entre industries traduisent l'existence de différents groupes avec des traditions techniques différentes qui auraient peuplé la région de façon successive? Ou est-ce qu'on serait face à une évolution locale de l'outillage par des groupes au même patrimoine technologique dans l'absolu? Donc là, je voulais mettre en parallèle, c'est que vraiment ce qui caractérise ces industries, c'est d'une part, pour le Middle Stone Age, des pointes bifaciales, c'est vraiment les outils phares. Pour le Later Stone Age, c'est microlithes géométriques de type segment, c'est ceux-là qu'on va considérer en premier comme marqueurs technoculturels. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à côté de tous les outils que je vous ai évoqués, on retrouve une constante qui est moins présente d'un point de vue numérique, mais qui est quand même là, d'un gros outillage fait dans un sorte de grès, de gros whack local, qui accompagne systématiquement le Middle Stone Age, le Later Stone Age, et puis cette période intermédiaire entre les deux. Donc on a l'impression qu'en parallèle de ces changements technologiques qui sont très marqués et qui ont l'air de témoigner de traditions techniques différentes, il existe une sorte de continuité un peu discrète qui pourrait suggérer au contraire que les persistances techniques pourraient traduire une occupation continue de la zone par des groupes similaires ou en tout cas aux traditions techniques proches. Alors, voilà, pour les perspectives de ce travail, c'est des recherches qui sont encore en cours, déjà parce que je n'ai pas fini ma thèse, et puis parce que je ne suis pas la seule à travailler sur ce sujet-là. Donc il y a plusieurs sites qu'on a fouillés récemment avec mes collègues et qui sont en cours d'études et qui vont pouvoir alimenter un peu notre compréhension de ces contextes-là, notamment parce que là, je vous ai présenté des hypothèses de travail qui émergent d'observations un peu pétrologiques et typologiques, mais l'étude technologique précise est en cours et va pouvoir permettre d'essayer d'identifier au sein des différentes industries des continuités ou pas dans la façon dont ces outils qui, si d'apparence ont l'air différents,
ont peut-être été taillés selon des approches similaires ou non. Donc c'est un peu l'objectif de ce travail. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que vous serez présents quand j'aurai des résultats plus définitifs à vous proposer. Merci à vous.